On y va. Bienvenue tout le monde pour ce webinaire sur changer de job dans un contexte forcément très confiné. C'est aussi sûrement pour ça qu'il y a eu beaucoup d'inscrits pour ce webinaire, plus de 300. Donc, on est ravis de vous accueillir. J'imagine que forcément, on se pose tous la même question en ce moment. On est dans des phases un peu instables, d'incertitude. On se pose des questions et pour être sûr de se poser les bonnes questions, c'est aussi pour ça qu'on a organisé ce webinaire parce qu'on a des retours récurrents de la part de candidats qu'on rencontre sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai raison d'y aller, est-ce que finalement je ne dois pas attendre. Et on voulait échanger avec vous, avec nous aussi, mais avec vous surtout, nos tips sur pourquoi ça peut être un bon moment ou en tout cas bien se poser les questions et se poser les bonnes questions avant de se lancer. Pour ce faire, j'ai la grande chance d'être accompagné par Cécile Salama qui fait partie de Job4, qui est team leader chez nous. Elle est avec nous depuis plus de 3 ans. C'est une des pépites, une des stars de notre activité. Elle a au quotidien pas mal d'interactions avec les clients, les candidats. Donc, forcément, son retour d'expérience est hyper intéressant. Et puis moi-même, forcément, puisque je sévis dans le recrutement depuis une dizaine d'années. Et l'idée, c'était aussi pour ceux qui pensaient à la reconversion de vous donner moi mon recul et mon retour, notamment d'expérience sur le moment où je me suis lancé et pourquoi je me suis lancé. Pareil, souvent vous êtes inscrits via nos partenaires, via TBS, l'ESCA, Audencia Alumni, Rennes Alumni. On est ravis d'avoir pu mettre en place ce webinaire avec eux. On espère que ce sera le premier d'une longue série. Et voilà, on espère que d'autres écoles vont nous rejoindre dans le mouvement. L'idée aujourd'hui, forcément, c'est de vous donner des bonnes vibes, de vous donner que du positif. La première bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau quasiment sur toute la France. Et ça, c'est important. Avant d'enchaîner forcément sur le reste et sur changer de job. On attaque Yes. rapidement les grandes questions à se poser avant de se lancer. Ok, top. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu comment on a décidé de s'organiser, c'est volontaire qu'on ait coupé les micros parce qu'on est pas mal, on est assez nombreux, pour pas que ça parte dans tous les sens. En revanche, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. On peut y avoir accès. L'idée, c'est d'y répondre au fur et à mesure des différents thèmes qu'on va aborder. Donc, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Pour parler de ce thème, on a décidé de parler de 3 grosses parties. La première, ça va être les questions à se poser forcément avant de se lancer. La seconde, c'est nos tips et nos retours d'expérience pour vous accompagner à trouver un nouveau job, une nouvelle aventure professionnelle et les étapes à suivre pour passer à l'action. Donc, quand est-ce que c'est le bon moment, comment on fait, où on va chercher et comment on va se faire chasser. On va démarrer avec les grandes questions à se poser. Changer de job, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain sur un caprice ou après une mauvaise journée sur pas mal de deals que vous avez pu perdre ou votre manager qui vous a remonté les bretelles. C'est quelque chose sur lequel vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une envie passagère ou est-ce que c'est un réel besoin? C'est se poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce que je n'aime pas au quotidien? Qu'est-ce que je ne retrouve plus? Qu'est-ce qui me frustre? Quel est le sens que je mets derrière mon projet professionnel, derrière mes missions au quotidien? C'est qu'est-ce qui va me driver? Quelle est mon ambition? Si j'avais cette fameuse baguette magique, qu'est-ce que je changerais? Quel est le dream job en fait auquel je tends? Est-ce que je le retrouve aujourd'hui au quotidien ou pas? Je pense que Nico, d'ailleurs, tu as pas mal de choses à nous dire à ce niveau-là, puisque toi, ça a dû t'arriver au cours de ta carrière. Qu'est-ce que tu Oui, peux nous dire à ce niveau? oui, tout à fait. Alors, première chose, c'est que forcément, alors il y a, je crois, parmi nous, ce qui serait intéressant de savoir, c'est effectivement si vous êtes jeune diplômé, si vous êtes en phase de reconversion, n'hésitez pas à nous le préciser sur le chat. Et forcément, en fonction de ce que vous lui direz, on orientera aussi nos tips. Mais forcément, si vous êtes jeune diplômé, j'avoue que moi, j'ai été le premier dans ce cas-là à pas forcément me poser les bonnes questions en sortant de l'école. Souvent, quand on sort d'une école de commerce, on a envie de valoriser le fait d'avoir fait une grande école. Et donc derrière, vis-à-vis de sa famille, de ses proches, on a souvent envie d'un grand nom sur son CV et on se jette sur la première opportunité ou la première belle grande boîte que nos familles vont pouvoir connaître. Moi, en l'occurrence, ça a été le Crédit Agricole. Ça n'a pas été la plus belle réussite de ma vie.
Même si je pense qu'il y a de très belles opportunités en banque et j'avais plein d'amis qui sont allés vers ce secteur, je me suis laissé porter par ça, mais au final, je ne me suis pas posé les bonnes questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, je pense que j'avais envie d'avoir un grand nom pour le valoriser, encore une fois, mais finalement, ça ne correspondait pas à mon envie parce que l'analyse de crédit par rapport à mon envie d'être en interaction avec les gens, ce n'était pas ça. Donc forcément, ce n'était pas une vraie plus-value pour moi. Et rapidement, il a fallu que je retrouve une autre opportunité plus orientée sales. Il a fallu que je me pose à nouveau les vraies bonnes questions de qu'est-ce que j'avais envie de faire et où est-ce que j'avais envie de donner du sens finalement dans ma carrière et où est-ce que j'avais envie d'aller. Et l'autre bonne question, c'est à un moment donné, pourquoi je me suis inscrit dans une école de commerce et au final, en entrant dans une école de commerce, pourquoi j'ai eu envie d'y aller. Et historiquement, je me souviens et je me suis souvenu à ce moment-là que c'était vraiment pour aller vers du commerce, vers du business développement que je ne retrouvais pas finalement dans cette première expérience. Et donc, dans le métier suivant, au moment où il a fallu switcher, je me suis mis en recherche d'un poste qui était plus orienté business développement. Et là, je me suis vraiment éclaté dans l'expérience suivante, qui a été, à l'époque, c'était, et ça reste toujours une belle entreprise, c'était Altran. Ok. Bon, top. Effectivement, donc après t'être posé les bonnes questions et arrivé le moment où tu t'es dit, je vais faire un bilan de compétences. Un bilan de compétences pour définir un projet professionnel cohérent par rapport à ce que j'ai fait versus ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est se poser des questions sur ta personnalité, tes compétences, tes hard skills, tes soft skills, les pistes professionnelles qui peuvent s'ouvrir à toi. Il y a beaucoup de tests, notamment, qui peuvent se faire en ligne, type MBTI, c'est des tests de personnalité. On en a parlé plusieurs fois, mais il y en a énormément à ce sujet. Oui. Vous avez les Assess First, notamment, qui vous permettent d'étudier dans quel environnement vous allez être le plus épanoui, avec quel type de management et avec quel type de mission, sur quel périmètre. Il y a des bilans de compétences gratuits comme mareussite.com, nouvellevipro.fr. Il y a des bilans notamment qui peuvent être financés par votre entreprise. Dans le cadre du compte professionnel pour la formation, CPF est pris en charge par les OPCA. C'est ça, exactement. Donc, si vous avez l'opportunité, la possibilité en interne de demander un bilan de compétences, n'hésitez pas, surtout si vous êtes sur la démarche de vous poser des questions, si oui ou non vous êtes sur une envie de changer de job. Pareil, je rajouterais sur les bilans de compétences, souvent on se pose des questions. N'hésitez pas à solliciter vos proches autour de vous qui vous connaissent bien, qui vous voient évoluer au quotidien et sans le savoir, ils ont souvent une vue bienveillante sur là où ils vous verrez, là où ils pensent que vous avez de la valeur. Et je pense que c'est souvent par là qu'il faut passer, quoi. C'est demander vos moitiés, forcément, mais aussi vos parents. Ils ont souvent un recul sur la vie qui peut être intéressant. Vos amis proches, parce qu'eux-mêmes peuvent être dans le monde du travail, eux-mêmes sont en train d'évoluer. Ils vous connaissent, ils vous voient évoluer, ils savent où vous êtes bon, ils savent que c'est vous qui négociez les entrées en boîte de nuit. Alors en ce moment, ce n'est pas trop l'idée, mais en tout cas, ils vous voient faire, ils voient si vous devez vous orienter vers du business développement ou du marketing ou autre sujet. Ils savent pourquoi vous êtes fait. Ils vous entendent vous rabâcher les mêmes sujets au quotidien. Ils connaissent vos passions. Et donc, des fois, plus qu'une lubie, les passions, ça peut se transformer en véritable opportunité. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Complètement, je te rejoins. D'ailleurs, on a quelques stats à vous partager sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, la majorité des collaborateurs vont être dans cette optique de changer de job. Ça peut être pour une multitude de raisons, nous qui voyons des candidats tous les jours. Ça peut être sur des raisons financières, ça peut être un gap entre ce qu'on m'a vendu en entretien et la réalité, ça peut être mon scope, mon périmètre a été beaucoup trop réduit, un problème au niveau du management, la culture d'entreprise, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est primordial et fondamental de poser tous les plus, tous les moins, toute la valeur ajoutée, l'expertise sur laquelle vous avez capitalisé sur vos dernières expériences professionnelles versus vos axes d'amélioration, là où vous savez que vous manquez d'expérience, là où vous avez envie de vous améliorer, poser tout ça à plat, voir pour quelles raisons vous avez envie de changer, établir ce projet professionnel, ce qui vous permettra derrière de passer à l'action, mais de manière structurée et organisée. Savoir où vous voulez aller.
partir vraiment des drives et des motivations premières. Posez-vous la question, si demain j'ai 3 propositions d'embauche en main, qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce qui fera la différence qui me poussera à choisir celle-ci plus qu'une autre? En partant de cette question, vous allez être capable de remonter le fil rouge et de comprendre là où vous êtes bon, là où vous pêchez et ce vers quoi vous voulez tendre. Ouais. Et je rajouterai plusieurs choses. Alors déjà, les chiffres qui sont annoncés, c'est sorti d'une étude qu'on a récupérée sur Welcome to the Jungle. Et après, effectivement, moi, je trouve que, alors, c'est pas forcément celle qui est mise le plus en avant, mais donner du sens et de la cohérence à sa carrière, je trouve que c'est le plus important. Rebondir pour juste gagner de l'argent, je pense que c'est un saut très court-termiste, mais que ce n'est pas forcément le meilleur rebond. Et je pense qu'il vaut mieux se poser la question de où est-ce que j'ai envie d'être les 10 prochaines années. Et si c'est juste faire un rebond chez un concurrent pour gagner un tout petit peu plus, posez-vous la question, quoi. C'est est-ce que j'ai envie d'être dans ce secteur d'activité sur les 5 à 10 prochaines années ou sur ce métier? Donc, gagner plus, c'est un fait. Je peux le comprendre. En période de Covid, on n'a pas tous super bien gagné notre vie aujourd'hui. Mais sachez juste que l'herbe n'est pas beaucoup plus verte ailleurs et on est tous dans le même cas en ce moment, quoi. On est en pleine deuxième vague. On parle déjà de troisième vague pour les plus pessimistes. On va apprendre à vivre avec ce Covid. Les entreprises vont rebondir, même si fin d'année, c'est jamais simple pour tout le monde. Mais dans les faits, gagner plus, c'est bien, mais ça ne doit pas être votre driver principal, quoi. Je trouve que trouver des meilleures conditions, pourquoi pas. Le fait de rebondir en région, ça peut être une belle opportunité. Aujourd'hui, les entreprises, le télétravail, le full remote ouvrent des perspectives qu'on n'avait pas forcément avant cet événement. On voit les entreprises se transformer. Le fait d'essayer de trouver des meilleures conditions sur du full remote, s'installer à la montagne parce qu'on est fan de montagne, s'installer au bord de la mer parce qu'on adore faire du surf ou autre, ça peut être des belles perspectives de vie, des nouveaux challenges qui peuvent être intéressants. Et donc, Et de se poser la question, est-ce que je change de job? Oui, non et pourquoi? Vous avez en général, si on prend une échelle globale, 3 options qui s'offrent à vous. La première, c'est changer de boîte, tout simplement. Et c'est l'option sur laquelle on va se focaliser durant ce webinaire, puisque c'est celle qu'on rencontre le plus souvent. Mais nous allons aussi rapidement parler de reconversion et de monter sa boîte, tout simplement. L'entrepreneuriat. On a vu notamment là sur le chat qu'il y avait pas mal de gens en reconversion. Quand cool. tu as demandé, Nicolas, on a du jeune diplômé jusqu'aux 20 ans d'expérience, si je prends la fourchette très large, et pas mal de personnes en reconversion. Reconversion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire définir ses besoins dans sa vie professionnelle. C'est faire le bilan de vos expériences passées. C'est aller dans le détail de ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu en termes d'environnement, en termes de compétences. Qu'est-ce que vous avez pu développer, du type de management que vous recherchez. Si la réponse à la question « qu'est-ce que je n'aime plus, qu'est-ce que je ne retrouve plus », c'est mes missions ou mon job au quotidien, à ce moment-là, oui, effectivement, on peut parler de reconversion. Mais l'idée de la reconversion, c'est vraiment de prendre le temps de ne pas se précipiter, de bien définir un projet professionnel, de partir de cette conclusion, de faire une vraie introspection, puisqu'aujourd'hui, quand vous allez être face à un recruteur, vous n'allez pas pouvoir vraiment capitaliser sur les expériences que vous avez effectuées, puisque vous êtes sur un nouveau poste, sur une nouvelle industrie. Donc, on ne va pas capitaliser sur le portefeuille que vous apportez ou sur vos expériences. En revanche, on va capitaliser sur votre personnalité, vos ambitions, vos motivations, la structure de votre discours, l'énergie que vous dégagez. Est-ce que votre projet professionnel est cohérent? Est-ce que ce qui vous a amené aujourd'hui à choisir cette opportunité, cette reconversion, c'est cohérent dans la manière dont vous allez vous présenter, dans la manière dont vous vous êtes donné les moyens de vos ambitions? Si par exemple vous êtes commercial et que vous avez envie de vous reconvertir sur un sujet tech, sur du développement technique par exemple,
À ce moment-là, c'est sur ce temps où vous avez pris le temps de faire votre bilan de compétences, vous avez pris le temps de définir un projet professionnel. Est-ce que vous avez été un peu plus loin? Est-ce que vous avez été curieux? Est-ce que vous avez suivi des webinaires à ce niveau-là? Est-ce que vous avez fait des formations? Il y a énormément de formations gratuites. Est-ce que vous êtes rapproché de cet écosystème? Est-ce que vous suivez les boîtes intéressantes à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes entré en contact en réseau avec les personnes sur LinkedIn? C'est tous ces petits détails qui vont derrière montrer votre motivation et tous les moyens que vous avez mis en place pour atteindre votre ambition. Ouais, je rajouterais juste un truc, c'est que souvent, on n'ose pas contacter des personnes qui font déjà le métier qui nous intéresse, alors que les gens adorent parler de leur métier. N'hésitez pas à les solliciter, vous verrez, ils sont beaucoup plus bienveillants qu'on ne pense, quoi. Avant même de me lancer, moi, dans le recrutement, je suis allé rencontrer justement des anciens de TBS qui étaient déjà dans des cabinets de recrutement pour discuter avec eux de leur quotidien. Et c'est comme ça que je me suis lancé aussi. Ouais, carrément. D'ailleurs, tu peux rebondir sur Job4, sur ton expérience entrepreneuriale, sur la troisième option qui est du coup l'entrepreneuriat et monter sa boîte. Je pense que tu es parfaitement placé pour nous parler de ça. Alors, c'est moche parce que j'ai l'impression de parler que de moi, mais et je ne suis pas du genre, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais oui, à un moment donné, forcément, moi aussi, j'avais le sentiment, pour ceux qui, en tout cas, ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, il y avait deux choses. Un, c'est que intrinsèquement, je pense que j'ai toujours été fait pour aller vers l'entrepreneuriat. Même au départ, en allant en école de commerce, je savais que j'irais vers des fonctions plus commerciales, mais je savais que intrinsèquement, l'aspect entrepreneuriat me taraudait parce que dans ma famille, ils sont plutôt tous entrepreneurs et que globalement, ça allait me titiller un jour ou l'autre. Jusque dans mon contrat de mariage, j'avais déjà prévu ça et je savais qu'à un moment donné, j'allais être entrepreneur et donc pour éviter tout problème financier, il fallait bien séparer les choses, quoi. Donc je le savais au final, c'était latent à un moment donné et je savais que ça allait ressortir. Donc il y avait ça. Plus derrière, effectivement, à un moment donné, Altran, même si j'ai gardé contact avec eux et j'ai plaisir à revoir toutes les personnes que j'ai pu croiser là-bas, à un moment donné, ça avait plus de sens d'évoluer dans cet écosystème, ou en tout cas pile sur ce métier. J'avais envie de plus et je me suis rapproché, moi, de l'écosystème startup à l'époque parce qu'il y avait une réelle envie d'aller vers l'innovation. Je me suis rapproché d'un business angel. J'ai commencé à graviter un peu dans cet écosystème. J'ai regardé ce que je pouvais faire et rapidement, je me suis lancé sur l'aventure. Et j'ai fait ce que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire que je suis allé voir mes pairs dans le recrutement. J'ai essayé de suivre déjà à l'époque sur LinkedIn les gens qui pouvaient être influenceurs dans cet écosystème. Et puis, après, je me suis lancé. Alors, avec un modèle au début qui n'avait rien à voir avec notre activité aujourd'hui, puisqu'on faisait que du recrutement tech, alors qu'aujourd'hui, on fait que du recrutement sales et marketing. Donc, il y a eu un switch dans notre ADN. Mais au final, l'aventure, elle était là. L'envie de faire du recrutement, c'était ça aussi. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. C'est sûr qu'à un moment donné, je me suis posé les bonnes questions de qu'est-ce qui me drive, j'ai envie de quoi tous les matins en me levant. Et l'aspect recrutement était sûrement une très belle opportunité. Et le fait de monter en plus mon cabinet dans l'entrepreneuriat, c'était sûr que c'était une évidence, quoi, pour moi. Oui, effectivement. Ça existe maintenant depuis quasi une dizaine d'années. 2021, on va fêter nos 10 ans, vous êtes tous invités. Yes, en espérant qu'on soit sorti de tout ça. Bien sûr. Nous avons une question de Marine qui demande des formations compatibles avec notre travail actuel, où les trouver. J'ai pas entendu la question. Des formations compatibles avec notre travail actuel, où les trouver. C'était au moment où on parlait justement de toutes les formations gratuites que tu pouvais faire au moment de ta reconversion. Alors, effectivement, déjà, si vous êtes en entreprise, vous avez acquis un CPF, donc vous pouvez demander à votre entreprise si vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est toujours un vrai plus. Après, la tendance en ce moment, c'est qu'il y a quand même pas mal de MOOC et de webinars qui vous permettent d'accéder à des formations sur différents métiers et gratuites. Je pense que déjà, rien qu'en creusant sur YouTube,
le nombre de formations sur les métiers que vous pouvez récupérer, c'est toujours hyper intéressant. Après, pareil, suivant les métiers et en suivant les entreprises qui sont spécialisées sur ces métiers, vous verrez qu'en ce moment, il y a beaucoup de webinaires qui se montent sur ces sujets-là. Je pense aussi, après, suivant les entreprises, je pense à notamment Eskimos. Je suis intervenu la semaine dernière. Ils font des bootcamps, par exemple, sur tout ce qui est marketing pour devenir SEO consultant, donc tout ce qui est référencement naturel, par exemple. Je sais qu'ils organisent des formations. On a fait un truc super avec eux. Et après, sur chaque sujet, en fait, il y en a plein. Il y en a plein en ce moment. C'est une des vraies tendances de pouvoir tout faire à distance. Plus ou moins gratuite, plus ou moins cher. Après, il y a des acteurs spécialisés sur les formations. Je pense à Open Classroom, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Ok. D'autres questions? Ouais, toujours dans le même thème. Doit-on forcément informer son employeur qu'on veut utiliser son CPF pour faire un bilan ou une formation qui n'a rien à voir avec son métier? Ouais, bah ouais, parce que c'est eux qui vont quand même faire les démarches. Donc oui, c'est mieux de demander. Forcément, ça va émettre quelques warnings. Maintenant, je pense qu'il est toujours intéressant d'en discuter. Si c'est une vraie reconversion sur un sujet qui n'a mais absolument rien à voir, ils peuvent être ouverts, ils peuvent le sentir aussi que la motivation est moins là. Ou alors, ça peut être pour libérer ses passions. Et donc, forcément, si ça peut être en parallèle de son job, d'ailleurs, au début, on n'en a pas parlé, mais se lancer, ça peut être commencer par une activité connexe pour voir si ça a une vraie valeur et si ça, à un moment donné, ça peut se transformer en business avant même de se lancer et de lâcher son poste actuel. Donc, ça peut être lié à ça. Suivant les sujets, ça peut être plus ou moins bien perçu par l'entreprise. Et après, suivant les envies, il peut y avoir aussi des opportunités directement dans l'entreprise. Vous êtes au marketing, mais vous avez envie de faire du commerce, n'hésitez pas à en parler déjà aux premiers interlocuteurs qui vous font confiance au quotidien et qui sont vos employeurs. Ou inversement, vous êtes sur la partie commerciale, vous avez envie d'aller au marketing ou d'autres sujets. Je pense que c'est toujours intéressant d'en parler, quoi. Nous avons encore 3 questions et après, je pense qu'il va falloir qu'on et avance après on un petit switch. peu. Raphaël, je suis ingénieur, 1 an dans le monde pro. Je cherche à me rediriger vers des cabinets de conseil ou de finance. Je postule, mais ne passe pas la barre. Des RH, car mon école d'ingénieur n'est pas dans le top 10. Des conseils. Alors, la première question à te poser, c'est est-ce que je ne passe pas parce que mon école d'ingé n'est pas dans le top 10? Est-ce que tu es sûr que c'est la raison pour laquelle tu ne passes pas ou est-ce que c'est plutôt parce que le recruteur va penser que tu es ingénieur, donc tu n'as pas forcément les skills attendus sur la partie cabinet de conseil ou de finance, puisqu'ils vont valoriser peut-être d'autres compétences. C'est peut-être pas au niveau de l'école que ça va bloquer. Essaye de comprendre qu'est-ce qui est attendu en termes de compétences et de profil et comment tu pourras capitaliser là-dessus avec les XP que tu as déjà fait, qu'ils soient en alternance, en stage ou sur ta première année dans le monde pro. Et c'est par rapport à ça que tu vas réussir à leur montrer que tu as ces compétences ou en tout cas que tu as compris le périmètre et les missions et que tu es dans une optique d'apprentissage, de monter en compétences. Et c'est la motivation et la personnalité qui vont faire la différence. Tu restes un profil junior si tu n'as qu'1 an d'expérience. Donc, potentiellement, ce n'est pas vraiment sur ton XP qu'on va capitaliser, mais plutôt vraiment sur ton projet pro, ton ambition, ton discours et ta personnalité. Ouais, je rajouterai un truc sur les cabinets de conseil. C'est vrai qu'historiquement, ils sont très orientés pédigré, on ne va pas se le cacher. C'est sûr que si tu vises le top 5 des cabinets de conseil dans le monde, Ouais. oui, je te conseille de faire Stanford, ça sera mieux valorisé. Mais les cabinets de conseil, il y en a plein. Donc, peut-être qu'il faut que tu ouvres ton champ et ton périmètre de job sur sur d'autres cabinets de conseil. Des cabinets de conseil, il y en a des milliers, donc il y a forcément chaussure à ton pied à un moment donné, quoi. Yes. Votre avis sur la valorisation de ces formations courtes gratuites aux yeux des employeurs? Tout dépend de la formation, j'ai envie de dire. Tout dépend de la formation, mais tu en as beaucoup qui sont gratuites et qui sont bien valorisées, notamment sur la partie commerciale et tech. Forcément, c'est notre écosystème. C'est là où on sait qu'il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent sur des formations, du coaching gratuit, qu'il soit à distance ou en présentiel. Tu as beaucoup d'écoles, typiquement sur le message d'Eric qui a testé Open Classroom, qui fonctionne plutôt bien. Tu as des School Labs, tu as notamment dans cet état d'esprit sales,
les Human School, les Rocket School, etc., etc. Ouais, il y en a plein qui se montent. Ouais. Alors, rapidement, 2 questions. Il va vraiment falloir qu'on avance. Malgré les Je m'en formations souhaite là dans une d'expérience, heure. Hein. ouais. Malgré les formations, l'expérience prime pour les entreprises, sans expérience exacte dans le poste, il est très difficile qu'on nous donne notre chance pour changer de domaine, à moins de faire un apprentissage. C'est une question, ça? Ou c'est une affirmation? C'est c'est un Euh, retour d'expérience, je Ouais, pense. ça sent le retour d'expérience. Par rapport à ça, déjà, oui, forcément, c'est un peu plus dur, mais au final, on a tous fini par démarrer. Hein. On a tous été juniors, on a tous fini par démarrer. Je te dirais que, il faut persévérer. Forcément, à un moment donné, il va y avoir au-delà de l'expérience, il y a aussi le culture fit et les affinités que tu vas pouvoir créer avec ton employeur. Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai démarré et je pense que ça faisait partie de mes drivers et c'était hyper important. L'affinité avec mon N+1 et au-delà des expériences que je n'avais pas sur la partie commerciale, à un moment donné, il y a eu un vrai fit et on a eu envie de travailler ensemble. Il a eu envie de me coacher, de me faire avancer et moi, j'avais vraiment envie que ce soit lui comme N+1. Quoi. Mm. Et à tel point qu'on est devenus amis, qu'il a été invité à mon mariage et réciproquement, qu'il a même été client de Job4 et voilà. Et Cécile le connaît Yes. aujourd'hui. Je rebondis par rapport à un message qui a été dit. Effectivement, la BPI propose notamment pas mal de choses à ce niveau-là. Vous pouvez vous intéresser et se rapprocher de la BPI qui a un énorme panel d'offres autour du coaching et des formations sur toute thématique, métier, secteur, industrie, qui est assez intéressant. Pareil, sur le rebond, quand on est junior, qu'on n'a pas d'expérience, en ce moment, et d'autant plus en ce moment, essayez de faire jouer votre réseau. Vos parents, forcément vos moitiés, cercle 1, amis proches, ça a toujours plus d'impact parce que c'est eux qui vont faire glisser votre CV sur le dessus de la pile. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de postes ouverts sur des juniors. Donc, raison de plus pour essayer de faire passer votre CV au-delà des process habituels. Quoi. Regardez en termes de contacts qui vous pouvez actionner. Sur LinkedIn, pareil, n'hésitez pas à regarder qui est en contact avec les personnes que vous ciblez et faites passer vos CV. C'est votre réseau premier, c'est vraiment eux qui peuvent vous faire démarrer. Yes. On va avancer? Ouais. Yes. Le bilan, je te laisse faire. Bon, c'est globalement ce qu'on a dit, hein. C'est vraiment poser les choses, regarder ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, ce vers quoi vous voulez tendre. Cette étape, elle est primordiale. Sans cette étape-là, vous risquez de retomber en fait dans un poste qui va pas vous plaire, qui va générer de la frustration et vous allez repartir sur ce cercle vicieux. C'est à ce moment unique, une fois que tout est posé, que tout est clair, que tout est structuré, que vous serez dans une optique de vous lancer, de sauter le pas. Et tous les doutes, tous les warnings, tous les freins seront soulevés si tout a été bien fait en amont. Ouais, je rajouterais, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut vraiment poser les choses sur papier. Et puis, si vous visez un métier, décomposer les tâches et les actions à mener, genre rencontrer un de mes pairs, suivre des sociétés qui sont spécialisées sur le domaine, checker tout, quoi. Mener toutes les actions qu'on vous a citées tout à l'heure, quoi. C'est hyper important. Prenez un maximum d'informations avant de sauter le pas. Ça va vous donner des arguments face à un recruteur qui aujourd'hui vous dit ton profil est intéressant, mais on va rechercher quelqu'un qui connaît plus l'écosystème startup, par exemple, qui a déjà évolué dans la tech. Et vous n'avez pas évolué dans la tech et vous êtes en reconversion. Le fait de lui dire, je sais, effectivement, et c'est ce vers quoi aujourd'hui j'ai envie de tendre pour telle et telle raison. Et d'ailleurs, ce que j'ai mis en place, c'est ça, 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 ça. Donc, je parle déjà le même langage. J'ai été curieux. J'ai montré ma motivation. Je me projette déjà. Donc, forcément, c'est des signes positifs qui ne feront qu'appuyer votre candidature. Ça ne pourra que vous rendre service, clairement. Ouais. Et encore une fois, la motivation, je pense que c'est 50% de la réussite sur un job.
J'en suis plus que convaincu. Donc, montrer beaucoup de motivation et beaucoup d'intérêt sur le poste, c'est hyper intéressant. Après, il y a d'autres aspects, c'est qu'en parallèle, il va falloir montrer que vous puissiez progresser sur un métier, essayer de monter des projets, tout ce que vous allez pouvoir essayer d'emmagasiner, même à toute petite échelle, sur des projets perso, sur du sport. Alors bon, tout ce qui est associatif, forcément, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais tous ces sujets-là, c'est des vraies plus-values, des petits trucs qui font qu'à un moment donné, vous êtes là en train de gravir des échelons pour accéder au poste qui vous intéresse. Complètement. On passe sur les tips, Yes. pour trouver le nouveau job. Allez. On enchaîne. Nos tips pour trouver ton nouveau job. Boum, analyse du marché. Tu veux y aller? Confronter ton projet au marché. Alors effectivement, c'est ce qu'on vous a déjà plus ou moins dit. C'est renseignez-vous, regardez. Il ne faut pas que ce soit juste une lubie, genre non, je vais faire ça parce que j'ai un pote qui a fait ça et ça a l'air super cool. C'est plus que ça, c'est renseignez-vous bien quand même. Lâchez la proie pour l'ombre, une vieille expression. Faites attention quand même à je me lance par rapport à ce que vous avez. On l'a dit tout à l'heure, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Donc, regardez bien ce qui est intéressant dans ce métier, mais aussi les écueils que vous allez forcément rencontrer. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Et donc, forcément, c'est confronter. Confronter, c'est aussi parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos amis qui eux-mêmes peuvent avoir des contacts et qui vous diront en termes de compétences, déjà, si vous pressentent ou pas. Si vous disent ah, tu sais, je ne suis pas sûr de ce que tu es en train de faire, regardez quand même. Oui, et puis je rebondis par rapport à ça. Si aujourd'hui vous êtes dans une optique de démarrer sur un poste de sales, c'est vrai qu'on reprend souvent cet exemple, mais c'est parce que c'est sur cet écosystème que nous, on évolue. Si vous avez envie de devenir business développeur dans une startup, que vous ne sortez pas du tout de ce domaine, n'hésitez pas à demander qu'est-ce que c'est qu'un business développeur en startup. Peut-être que vous avez une vision aujourd'hui biaisée du poste. Peut-être qu'au quotidien, c'est finalement une opportunité sur laquelle vous ne vous projetez pas. Peut-être que c'est quelque chose dont vous ne comprenez pas forcément les challenges au quotidien. Donc, n'hésitez pas à parler aux gens qui sont déjà sur ces postes-là, sur ces industries, sur ces écosystèmes. C'est les meilleures personnes qui vont être capables de vous dire au quotidien comment ça se passe et si oui ou non, c'est quelque chose qui vous excite, sur lequel vous vous voyez évoluer ou pas. Ouais. Étudier les secteurs qui recrutent. On est sur un échiquier qui a été fortement secoué. Ceux qui fonctionnaient avant ne sont plus forcément les mêmes acteurs qui fonctionnent aujourd'hui. La digitalisation est passée, mais doublement par là. C'est sûrement une des transformations de ce Covid, c'est l'avènement du digital plus que jamais. Donc, regardez aujourd'hui les entreprises qui sont résilientes, les entreprises qui ont su évoluer, qui savent proposer de nouveaux business models. Et encore une fois, regardez bien parce que la fin d'année, forcément, il y a des acteurs qui vont peut-être plus souffrir que d'autres, qui vont être moins dans le recrutement. Donc, mettre les pieds dans une entreprise aujourd'hui qui peut être en difficulté, c'est pas que simple. Ouais. On a une question de Marine. J'ai postulé à quelques postes et j'ai été assez déroutée par une question qui est arrivée avant même de passer les entretiens, les prétentions salariales. Comment répondre? Il me semblait que cette question arrivait à minima au milieu du parcours de recrutement et non pas juste après avoir envoyé le CV. Alors, ça peut arriver au début du process de recrutement, ça peut même arriver au premier call de qualification, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le recruteur en face a souvent du volume à traiter. Il est souvent sur plusieurs profils à recruter avec une deadline qui est très short. Et le problème, c'est de ne pas perdre du temps, que ce soit du tien, du leur ou du cabinet, si tu es positionné par un cabinet. Donc, c'est souvent une question qu'on va poser dès le départ pour pouvoir recalibrer si oui ou non l'opportunité pourra fitter avec ton profil et si ça sert à quelque chose, entre guillemets, d'avancer. Pourquoi? Parce que si dans un cas concret, aujourd'hui, tu es à, je dis n'importe quoi, 55 plus 15 et que l'opportunité, le grand maximum qu'ils peuvent proposer, c'est 32 plus 8, même si tu es prête à faire une concession en termes de rémunération, c'est toujours une concession dans la mesure du raisonnable. Donc, c'est pour ça que la question est posée en début d'entretien. Ce n'est pas la première question à poser, je suis d'accord avec toi, on est aligné, mais ça va arriver en début de process. Surtout quand tu postules sur des boîtes qui recrutent beaucoup, qui souvent ont fait des levées de fonds de X millions, donc vraiment sur des politiques de recrutement de promo. En général, c'est une question qui va revenir au début. C'est de mettre à jour votre profil. Mettre à jour votre profil, ça va passer par tout
les canaux qui vont être les miroirs et les vitrines de qui vous êtes, c'est-à-dire LinkedIn, c'est-à-dire le CV, c'est-à-dire la lettre de motivation, si lettre de motivation il y a, ou le message de motivation, un peu comme sur les plateformes à la Welcome to the Jungle, où on ne demande plus vraiment une lettre de motive, mais plutôt un message d'une dizaine de lignes hyper punchy sur pourquoi vous, pourquoi la boîte et ce qui vous a plu. Ouais, on évite les lettres de motivation génériques Ouais. avec des phrases pompeuses. On le sent trop quand c'est la même lettre envoyée à tout le monde. Et après, souvent dans les questions, c'est est-ce que vous les lisez quand c'est un message de 10 lignes, oui, on le lit. Ouais. Parce que souvent, c'est 10 lignes punchy, hyper motivé et ça fait toujours plaisir à lire. En revanche, quand c'est des tournures de phrases et qu'on sent que c'est la même lettre, non, on ne la lit pas. Ouais. Ouais. En revanche, quand c'est sec et il y a zéro message, pour savoir ce que veut vraiment la personne, c'est pas simple. Et forcément, hein, quand on reçoit deux CV, un qui est sec et l'autre où il y a un petit message punchy et dynamique, ben forcément, on commence par le petit message punchy et dynamique et forcément, on rappelle la personne, quoi. On a envie de passer un bon moment, hein, nous aussi, en face. Hein. Faut pas l'oublier. Ouais. Marie qui nous demande le CV, quel type? CV avec l'expérience ou avec les compétences ou mix? Euh, c'est un vaste débat. Ouais, Euh, les compétences, c'est jamais simple. ouais, Moi, en fait, moi, ce que j'aime bien voir dans un CV, c'est que le CV puisse me raconter l'histoire. D'ailleurs, dans la lettre de motivation, j'attends pas qu'on me re-raconte l'histoire que j'ai mm, déjà lue dans le CV, quoi. La lettre de motivation n'est pas là mm, pour me résumer le CV. L'idée, c'est de la lettre de motivation, c'est de m'expliquer en quoi je dois vous choisir et en quoi vous êtes motivé, quoi. Qu'est-ce qui vous drive? Le CV, pour le coup, que ce soit la formation au-dessus ou la formation en dessous, pour moi, c'est la même chose parce qu'au final, je vais quand même partir de l'histoire de quand est-ce que la personne a eu son diplôme, quelle a été son évolution, qu'est-ce qu'elle a fait. Et après, un CV par compétence. Alors, moi, je suis moyen fan parce que mm. justement, au-delà des compétences, c'est où est-ce qu'elle a eu les compétences, où est-ce qu'elle les a développées, dans quel cadre, et ça, je le vois qu'au travers des expériences. Donc, je préfère que les compétences soient bien développées dans les expériences, en suivant notamment une méthode que vous pourrez retrouver sur Google qui est la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. On a déjà fait un webinaire sur le Ouais. sujet, on en refera peut-être d'autres dans le futur parce on voit bien que c'est une question qui est récurrente sur comment organiser son CV. Moi, j'aime bien avoir l'histoire dans le CV et pas forcément sur un bloc de compétences en haut. Ouais. Je ne suis pas que convaincu. Alors, je pense que c'est bien en termes de référencement naturel. Ça permet de remonter peut-être plus facilement dans les algorithmes et encore. Je préfère qu'on développe les expériences. Voilà, ça sera pour moi le mot de la fin. Pour moi, en tout cas. Mais vas-y. Ouais, je te rejoins complètement, Nico. Nous, un CV où il n'y a que des compétences et pas les XP, on ne va pas appeler le candidat. Je suis très transparente. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de comprendre par où vous êtes passé, on a besoin de comprendre à travers ces expériences sur quelle mission vous êtes monté en compétences et du coup, quels sont les skills qui en découlent derrière. Et c'est la boîte, c'est les missions que vous avez mis en place, c'est les actions, c'est les résultats qui vont permettre de me projeter si oui ou non vous avez été performant dans votre environnement. C'est pas parce que j'ai lu leadership, parce que j'ai lu management, parce que j'ai lu dynamique, parce que j'ai lu punchy, souriante. Non, ça ne m'indique rien. Ça, c'est des choses que je vais être capable de déterminer à travers l'entretien. Donc, je rejoins complètement Nico. Expérience, s'il y a un bloc compétences, certes, mais qu'il soit minime par rapport aux expériences. Idem, concis, une page. On parle des expériences les plus pertinentes. Le CV doit être chiffré, il doit être lisible, il ne doit pas avoir des feux d'artifice de tous les côtés. Plus il sera épuré, plus ça nous donne envie de le lire. Plus ça donne une idée aussi derrière sur la personnalité du candidat et donc le côté structuré, organisé, rigoureux, concis. C'est exactement ce qu'on va chercher en général à travers le CV. Ouais, et souvent, la question qui vient derrière, c'est ouais, mais moi, j'ai 20 ans d'expérience. Mm. Moi, en une page, ça rentre pas. Et ce que j'aime bien dire, c'est que l'expérience que tu as eue il y a 20 ans, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elle ait la même valeur. Et de toute façon, si tu as 20 ans d'expérience, ce qui va vraiment intéresser les recruteurs, c'était 2, 3 dernières expériences sur les 5, 10 dernières années, quoi. Donc, ce que tu as fait il y a 20 ans, en vrai, aujourd'hui, c'est potentiellement un peu obsolète.
À la limite que tu le fasses apparaître avec juste une ligne pour qu'on puisse comprendre l'histoire. Ok, je veux bien, mais pas plus, quoi. Souvent sur les profils plus dimensionnés qu'on rencontre, quand c'est sur du 20 ou du 25 ans d'expérience par exemple, les premières XP qui sont peut-être moins pertinentes sont résumées en une seule phrase, c'est-à-dire le poste, potentiellement la boîte et les résultats, et encore. Et ça va retracer les premières années pour qu'on sache déjà s'il y a eu un gap, si la personne a travaillé ou pas à ce moment-là. Et puis les dernières XP qui sont plus pertinentes et surtout plus pertinentes par rapport à quoi? Par rapport au poste auquel vous êtes en train de postuler. C'est ça qui sera détaillé. Et c'est sur ça qu'on va revenir. On revient très très rarement sur les premières XP si c'est des profils dimensionnés, à moins que ce soit dans un cas exceptionnel, quelqu'un qui a démarré sur un secteur d'activité, aujourd'hui il a créé une boîte, ça fait 15 ans qu'il travaille dans la boîte et c'est sa première XP qui lui a donné le tremplin vers cette XP entrepreneuriale. Mais sinon, très rarement. Ouais, une dernière et on avance. Ouais, Alice, si la lettre de motivation n'est pas obligatoire, est-ce mieux de la joindre quand même? C'est toi qui vois. Ouais. Bon, nous, pour être honnête avec toi, Alice, on n'est pas fan de la lettre de motivation. On n'est pas fan, pourquoi? Parce que l'écosystème dans lequel on évolue, tout ce qui est tech, startup, très, très agile, au final, on en demande très rarement, voire pas du tout. On n'a aucun client Jobwork qui demande une lettre de motivation. Et pourtant, on accompagne des clients, tu vois, dans la fintech, dans la cybersécurité, dans l'IA, dans la food, dans le retail. Donc, on est vraiment sur tout secteur d'activité à partir du moment où tu as de la tech. Mais on ne demande pas du tout de lettre de motive. À la limite, on va demander un mini paragraphe qui résume très rapidement quelle est la valeur ajoutée de votre profil et quelle est votre motivation par rapport au poste auquel vous postulez. Donc, le projet, le produit, la culture d'entreprise qui vous éclate, plus que la lettre de motive. Ouais, encore une fois, la lettre de motivation pompeuse, on en est revenu, je crois. Pour l'histoire, hein, la lettre de motivation, elle a été créée à l'époque où on envoyait des candidatures papier avec un CV papier. Donc forcément, on mettait une belle lettre manuscrite. Il y avait potentiellement une analyse graphologique. Mais tout ça, c'est passé quand même. Bien Mais en revanche, évidemment, oui. un petit message punchy, ça vient quand même appuyer. Ouais. Il Bien y en a sûr. même, j'en ai vu mettre un petit paragraphe punchy en haut du CV. Ouais, Et ça ça, on je aime trouve ça beaucoup. pas mal pour expliquer pourquoi vous êtes motivé dans le poste, quoi. Ça, on aime beaucoup parce que ça nous montre déjà directement la direction et les postes pour lesquels vous voulez postuler. Ça, en fait, c'est un résumé de votre projet professionnel. Avant même de lire votre CV, on sait que vous étiez là et que vous voulez aller là, en fait, tout simplement. C'est vraiment un petit summary qui nous permet de nous positionner directement en tant que recruteur. Yes. On répondra aux dernières questions à la fin. Je passe. Ouais, Non, j'ai raté. Toutes les étapes pour passer à l'action, et notamment parce que je vois que le temps file, il est déjà ouais. 13h20 quasiment. Toutes les étapes pour passer à l'action, le bon moment pour changer de travail, c'est quand toi, tu es prêt. Un petit mot là-dessus, Ouais. Cécile. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas changer de boulot. Toujours. Aujourd'hui, c'est le Covid. Quand vous aurez 30-35 ans, ce sera potentiellement j'ai envie de fonder une famille, donc c'est peut-être pas le bon moment. Quand c'est je suis junior et je viens d'être embauchée, mais je me plais pas, en fait, si je pars maintenant, les recruteurs vont penser que je me suis fait virer. Ça sera pas bon pour le reste de ma carrière, pour mon projet professionnel. Il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une raison. Toujours une raison parce que ça fait peur, tout simplement. Ça fait peur parce que l'inconnu nous fait peur, parce que on a peur de ne pas retrouver ce que nous avions ou de repartir sur une aventure qui est encore pire que celle pour laquelle on a décidé de changer de boulot. Donc aujourd'hui, le seul frein à ça, c'est vous. C'est tout simplement vous. C'est de vous dire, encore une fois, bilan de compétences pour moins, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, est-ce que je suis épanouie au quotidien, est-ce que tous les jours, je me lève avec le smile pour aller au travail, est-ce que vraiment je sens que je monte en compétences, je sens que je suis inspirée par un manager ou par une équipe qui me tire vers le haut. Est-ce que j'ai l'impression d'être challengée au quotidien ou est-ce qu'au contraire, je suis arrivée au bout de ma courbe d'apprentissage? Je vais au boulot avec une boule de stress au ventre tous les jours. Et si la réponse est oui, c'est que clairement, c'est le bon moment plus que jamais pour changer de job. Mais le bon moment vous n'aurez jamais de bon moment.
C'est à partir du moment où vous avez tout décidé de mettre à plat et que vous avez étudié les raisons, les pourquoi et les comment, que vous allez vous dire, maintenant que j'ai tous ces éléments-là, go, on fonce. Il y aura toujours une excuse. Vous êtes vraiment le seul frein à votre changement de boulot. Si vous vous posez des questions sur quels sont, par exemple, les indicateurs qui me permettent d'établir si oui ou non c'est le bon moment, ce serait depuis combien de temps j'ai envie de changer de boulot. Est-ce que c'est une envie qui demeure depuis au moins plus de 3 mois ou pas? En général, 3 mois, ça commence à être un bon indicateur, surtout si vous venez d'arriver dans la boîte. Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien que je puisse faire dans mon environnement pour le rendre plus agréable? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire encore pour changer la situation? Est-ce que j'ai la sensation que je suis arrivée au bout d'un modèle, au bout d'un poste, parce que je n'apprends plus beaucoup de choses dans mon job actuel? Est-ce que je veux changer de travail, mais est-ce que je sais où je veux aller? Vers quoi? Est-ce que je veux aller dans quelle direction? Ou est-ce que j'ai une vague idée de quel est mon job idéal, de mon dream job? Si vous répondez oui à au moins 3 de ces questions, c'est que je pense que vous êtes sur la bonne voie pour changer d'environnement. Ouais. Une question? Ouais, question rapide. Fraîchement diplômé, débuté dans une entreprise peu ou pas renommée, mais qui fit avec mes motivations, peut-il être bloquant pour le futur? Non. Non, pas du tout. Non, et tu sais, renommée aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est connue sur la place publique? Ça veut dire que c'est un Ok. grand groupe? Est-ce que ça veut dire que ils font partie du CAC 40 ou est-ce que ça veut dire que c'est une start-up qui a levé 75 millions, du coup on a entendu parler d'eux dans l'écosystème? Tout dépend de ce que tu mets derrière renommée. Et puis, si le fit avec tes motivations et ce vers quoi tu aimerais tendre, tu le retrouves dans cette boîte-là, on te conseille vraiment de foncer parce qu'un coup de cœur professionnel, c'est assez rare. Ouais, et puis au-delà du nom de la boîte, ta valeur, c'est ce que tu vas vraiment Ton faire dans place, ouais. l'entreprise. C'est ton investissement, ton Ouais. engagement, ce que tu vas réaliser. C'est en fonction des tâches qu'on t'a confiées, ce que tu vas réellement faire. La différence, ça va se faire là, quoi. Ouais. Tu sais, on en a vu comme ça se lancer sur des sujets peut-être plus compliqués, genre tu vas vendre des cercueils ou des trucs comme ça, mais au final, qu'importe l'aventure, c'est encore une fois, c'est ce que tu en fais quoi, qui va faire la différence. Donc, Mm. c'est pas le fait qu'elle soit renommée ou pas. Enfin, si c'est juste construire un pédigré en soi, je pense que c'est pas les bonnes questions. Je pense qu'il faut, encore une fois, pose-toi les bonnes questions de ta motivation. Si c'est juste avoir des noms, c'est comme choisir une Rolex, quoi. Bon, c'est bien, mais au final, qu'est-ce que ça Ouais, c'est t'apporte? pas L'heure? mal. Ouais, c'est bien. Ouais, et que j'en veux pas, j'aime pas la forme en plus. Mais si c'est juste pour te valoriser auprès de tes potes, je suis pas sûr que ce soit la bonne question. Enfin, la bonne, le bon point. Il faut que tu reposes les choses, à mon avis. Ouais. Rapidement, 2 questions et on avance. Sam, ayant un master en management et entrepreneuriat à l'EM Strasbourg et un Ça certificat claque. de conseiller financier, alternance en banque et assurance, quelle démarche à suivre pour devenir business analyst? Postuler. Je pense, enfin, globalement, vous êtes sur des formations qui sont connues et reconnues en tant que business analyst. Alors, business analyst, ça dépend, il y en a un peu partout maintenant. Ça fait partie des métiers comme Ops Mm. dans les entreprises qui se développent. Euh, voilà, quoi. À part postuler, je vois pas des idées, Cécile. Ouais, tu peux regarder effectivement sur tous les job boards d'ailleurs dont on va parler sur la Ah slide oui. qui suit. Ok. Tu vas regarder tous les postes de business analyst, mais ce que je peux te conseiller aussi, c'est regarder tous les synonymes qui derrière veulent dire business analyst. Parce qu'un même poste peut avoir un intitulé différent d'un écosystème à un autre ou d'une boîte à un autre, même dans le même Ouais. écosystème. Donc, qu'est-ce que tu mets derrière business analyst en termes de mission? Et regarde si ça peut se dire d'une manière différente pour élargir ton choix de recherche. Ça peut effectivement représenter des fonctions de Ops dans certains métiers, dans certaines boîtes. Business analyst, ça peut aussi être Ça peut être très euh, orienté contrôle de gestion. ça peut être très orienté contrôle de Il y a plein de gestion, choses. tout comme ça peut être très orienté data dans un autre environnement. Ouais, Donc, à data toi de marketing, voir, quoi. ouais, ouais, à toi de bien mettre la décomposition des missions que tu as envie d'avoir derrière business analyst
Et en fonction de ça, tu regardes tous les synonymes en termes d'intitulé de poste et tu tables sur ça à travers les outils dont on va parler juste dans quelques secondes. Et la dernière question, est-ce que contacter les sociétés qui nous intéressent en trouvant la bonne personne sur LinkedIn, en leur envoyant son CV et le poste recherché en quelques mots est trop agressif ou au contraire démontre une motivation? Mais vas-y, fonce. Si tu Full savais le nombre de motivation. personnes qui veulent se connecter à nous tous les jours pour Ouais. échanger, fonce en vrai. C'est des super opportunités. Fonce. LinkedIn, c'est génial pour ça, quoi. C'est que tu peux connecter à n'importe qui dans le monde. En fait, c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. Et si les gens sont intéressés, qu'ils ont un poste ouvert, t'inquiète qu'effectivement, ils vont te répondre rapidement. Fonce. Vraiment, ce qu'on peut te conseiller, c'est non seulement postule, et en parallèle, tu doubles en adressant le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur, ça peut être deux personnes. Ça peut être la personne qui gère le recrutement ou ça peut être le manager du département dans lequel tu as postulé. Donc, si tu postules sur un poste de, je dis n'importe quoi, responsable marketing digital B2B, tu peux adresser non seulement la Head of People ou une talent, mais tu peux aussi adresser le ou la CMO, puisque c'est elle qui sera ton responsable direct. Ça montre ta motivation, ça montre que tu as envie de les rejoindre et ça montre que tu es capable de multiplier les canaux et les leviers. En aucun cas, ce sera agressif. Lui envoie pas non plus un pavé, bien évidemment, en lui envoyant des messages tous les 2 jours, mais ça ne peut que valoriser ta candidature. On adore. Ouais, fan. Un point sur les outils. Ouais. Où chercher ton job? Plein d'idées. Ouais, plein d'idées à vous proposer. Je te laisse la main, Nico. Plein d'idées, il y a plein d'acteurs. Forcément, auprès des écoles, vous connaissez quasiment tous Job Teaser qui s'est un peu imposé et on trouve que c'est une jolie boîte. Notamment pour les postes de junior, moi je recommande pas mal parce que les entreprises savent qu'elles peuvent trouver globalement des profils juniors souvent connectés aux écoles, puisqu'en fait je crois même que des partenariats ont été montés avec Job Teaser et que suivant les écoles, ils ont leur propre Job Teaser implanté dans l'école. Donc c'est cool et c'est souvent un très très bon levier. My Job Glasses, on en parlait tout à l'heure sur comment se connecter à ses pairs pour discuter avec d'autres business développeurs ou d'autres marketeurs ou d'autres fonctions, business analyst là, typiquement. My Job Glasses, ça peut être une réelle belle opportunité. Ça a le rôle d'un job board, mais en plus, tu peux te connecter et demander des rendez-vous avec des personnes qui sont expertes dans ton métier. On parlait d'une entreprise qui n'est pas forcément reconnue. Tu peux aller sur Glassdoor, voir en termes de notation ce qui se dit sur l'entreprise et avoir les retours directement des collaborateurs. Donc, c'est toujours intéressant. Au-delà de la renommée sur la place publique de l'entreprise, regarde ce qui peut se dire. Je connais de très, très belles entreprises sur la place publique qui sont connues, qui ont vraiment pignon sur rue. Mais au final, quand tu regardes derrière et quand tu as les retours des candidats qui s'en vont, ce n'est pas forcément simple. Dans les autres bonnes idées, Welcome to the Jungle pour ceux qui ne connaissent pas, ils se sont vraiment imposés sur le marché en termes de communication RH, tout ce qui est marque employeur aujourd'hui, je trouve que c'est très très bien fait sur Welcome to the Jungle. L'avantage de Welcome, c'est qu'il y a pas mal de vidéos, de photos avec les collaborateurs, donc pour sentir un peu l'état d'esprit de ce qui se passe dans l'envers du décor, c'est plutôt intéressant. Et puis, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de belles opportunités en termes de postes. Après, il y en a d'autres. Il y a Angel List pour ceux qui veulent monter des entreprises, qui ont envie de trouver un poste de cofondateur ou en tout cas une aventure qui est très, très early, qui en est plutôt au tout début. Angel List, ça peut être pas mal. Et qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Azerty Jobs, oui, qui est connu parce qu'ils évoluent pas mal dans l'écosystème startup. Alors forcément, on parle plus de notre écosystème. Après, il existe un certain nombre d'outils. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité? L'APEC, le plus connu forcément en France. Il y a Indeed, qui est un agrégateur d'offres d'emploi. Il y a Google aussi aujourd'hui qui a lancé son propre moteur de recherche. C'est-à-dire que si vous tapez Business Analyst emploi sur Google, vous allez voir, il y a un encart qui se crée avec toutes les offres d'emploi que vous pourrez trouver en ligne. Souvent, vous retrouverez ces job boards. Et l'avantage, c'est que Google joue un rôle pareil d'agrégateur et il va scraper pas mal d'annonces un peu partout. Donc, c'est plutôt pas mal fait. C'est une des tendances et je pense que même sur 2021 et 2022, ils vont prendre de plus en plus d'ampleur sur ces sujets-là. Et donc, forcément, nous, on va travailler de plus en plus sur comment être visible sur ce moteur de recherche en termes de job. Alors, forcément, on a mis Job4.
sans faire de la pub, mais il y a nous forcément, mais il y a aussi tout l'écosystème de cabinets de chasse, cabinets de recrutement, de plateformes RH, tech et autres. Il y en a, je crois que c'est plus de 3500 acteurs rien qu'en France, sur ensuite décomposés par secteur d'activité et métier. N'hésitez pas à regarder qui sont les experts dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a aussi chaque année les Échos qui pondent un classement sur les meilleurs acteurs en termes de recrutement. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Et voilà, je pense que c'est… Alors déjà, en termes d'offres, où les trouver, là, je pense que vous avez pas mal d'idées pour pouvoir avancer vite. 2 questions rapides. 3. Quel site préconisez-vous pour des candidats expérimentés 10 ans d'XP et plus? Alors, à part Job Teaser et Glassdoor, Job Teaser qui est très axé jeune deep, Glassdoor qui est plutôt sur la notation des collaborateurs, Welcome to the Jungle était très axé startup et très axé profil junior. Et en fait, ils ont tellement gagné en notoriété qu'aujourd'hui, c'est ouvert à tout type d'acteurs, que ce soit du grand compte, tout comme de la startup, tout comme de la scale-up et tout type de profil. On a du Carrefour dessus, on a du Disney, on a Club Med. C'est devenu un job board comme les autres, même si effectivement, historiquement, c'est très axé startup, tech, junior. Aujourd'hui, pas du tout. Donc, même pour du 10 ans, 15 ans, 20 ans d'XP, il y a des offres qui sont assez intéressantes sur Welcome. Mais sinon, il y a les classiques, les Monsters, l'APEC, ceux que Nico a cités. Ouais, et on n'a pas encore parlé LinkedIn, on va en parler après, mais Yes. forcément, il y a votre réseau professionnel qui souvent peut vous aider à rebondir. Ouais. On enchaîne justement. Ouais. Tiens. LinkedIn qui est un incontournable. On en a discuté sur plusieurs webinars. Aujourd'hui, vous pouvez non seulement aller trouver des fiches de poste sur LinkedIn, donc voir directement quelles entreprises recrutent et postuler via ce levier, mais il y a aussi bien évidemment la chasse de tête, ce qui me permet aussi de rebondir sur la question de Patrick. Aujourd'hui, les chasseurs de tête ou les recruteurs qui sont directement en interne dans les entreprises ont en général la version LinkedIn Recruteur. LinkedIn Recruteur nous permet de faire du sourcing. Sourcing, c'est-à-dire qu'en fonction d'un poste ou d'un besoin qui est ouvert, on a la possibilité de marquer plusieurs filtres en fonction de la boîte dans laquelle il a évolué, les années d'expérience, est-ce qu'il parle anglais ou pas, est-ce qu'il veut vivre sur Paris, etc., etc. Multitude de filtres, un peu comme un booking, qui nous permettent de sortir une liste de candidats potentiellement ouverts au marché que nous allons contacter. Donc, ça apparaît comme sur le screen qu'on vous a mis là sur l'écran. Ouais, il faut qu'on fasse attention parce que là, on est en train de déborder. On pourrait rester des heures en vrai. Ouais. Avec vous. Très rapidement, vous avez une option sur LinkedIn vous permettant d'actionner le fait que vous êtes à l'écoute du marché. Si vous actionnez cette petite notification, c'est dans les paramètres sur votre profil, ça permet aux recruteurs ça permet à votre profil d'apparaître aux yeux des recruteurs comme étant un profil qui est à l'écoute et donc potentiellement qui sera contacté beaucoup plus que quelqu'un qui ne l'est pas. Ouais, et notamment parce que juste en dessous, on voit la version recruteur. En fait, on voit ce que nous, l'autre côté de la barrière, on a. Ça, c'est l'envers du décor. Dans la première fonction, la spotlight, il y a plus susceptible de répondre en recherche active ou déjà abonné à votre marque employeur, a déjà postulé. Il y a plein de critères qui font que… notamment un candidat qui vous suit déjà, forcément, on a envie de savoir qui il est. C'est potentiellement une personne qu'on va recontacter assez rapidement. Ceux qui sont mis au-dessus, justement, faire savoir aux recruteurs que vous êtes réceptif. Forcément, on contacte les candidats qui sont à l'écoute du marché avant d'aller chercher ceux qui sont en veille. Parce que quand on regarde rien que les chiffres, ceux qui sont à l'écoute du marché sont forcément moins nombreux. Donc, on va attaquer ceux qui sont moins nombreux par rapport à attaquer tout le marché, par exemple sur les business développeurs. Si on tape juste business développeurs, ça va être des millions de personnes. Si on regarde juste ceux qui sont à l'écoute du marché, déjà, on va retomber à 100 000 ou 200 000. Donc forcément, on va aller direct à l'essentiel et on va aller chercher ceux qui sont disponibles, quoi. Yes. Donc faites-le savoir. Et au final, on ne le voit pas forcément sur votre profil. Après, pour ceux qui veulent vraiment le faire savoir,
Il y a une nouvelle option maintenant sur sa photo où on peut même être open to work. Vous l'avez peut-être déjà vu sur LinkedIn. Je trouve ça pas mal parce que tout le monde n'a pas la version recruteur. Alors oui, les cabinets de chasse, pour beaucoup, ils l'ont. En revanche, une entreprise qui est en phase de recrutement, elle ne s'achète pas forcément recruteur, mais à contrario, elle peut le voir directement sur votre profil et essayer de vous contacter. Donc, Ouais. laissez-vous chasser aussi, quoi. Sachant que par rapport à ce que Nico disait, quand on disait on ne peut pas le voir, c'est-à-dire que si vous sélectionnez l'option je suis à l'écoute, une personne de votre entreprise actuelle ne pourra pas le voir. C'est fait de telle manière à ce que ça garde la confidentialité du fait que vous soyez à l'écoute. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Très rapidement, on fait un petit bilan et on répond aux 3-4 dernières questions. Ouais. Il nous reste combien de slides? Ouais, on a fini. On Il est en bon. restait une, nos tips. Bon, on a déjà quasiment tout abordé. Donc, on Ouais. laisse aux questions peut-être. Ouais, je pense que ce sera plus pertinent, sachant qu'il y en a pas mal qui sont arrivés. Alors, je reprends rapidement. Quelle approche auprès des chasseurs de tête? Candidature spontanée. 2 options s'ouvrent à toi, ou bien candidature spont, ou bien directement une offre qui te semble pertinente pour laquelle tu postules. Et troisième option, tu peux directement l'adresser sur LinkedIn. Ça, tous les jours, on reçoit des messages de personnes qui sont à l'écoute, de personnes qui décident de changer d'opportunité et qui sont pas forcément sont pas forcément ici pour discuter d'une offre en particulier, mais tout simplement pour discuter de leur projet professionnel, qu'on puisse les accompagner à ce niveau-là, qu'on fasse un bilan de compétences ensemble, qu'on évangélise davantage l'écosystème startup s'ils ne viennent pas de cet écosystème, les différents postes, qu'est-ce que ça veut dire, notre point de vue sur quelle direction serait la plus pertinente par rapport à son projet pro. Donc, n'hésitez pas vraiment à adresser les gens sur LinkedIn en direct, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Ouais. Tatiana, bonjour. Venant d'un grand groupe, 8 ans d'XP, avec un bagage digital et gestion de projet, qu'est-ce qui séduira une start-up et que faut-il mettre en avant? Facile. Les compétences métiers, Mm, le réseau que tu as pu développer aussi. mm. Donc, c'est vraiment à bien développer dans ton CV et même sur ton profil LinkedIn. Euh, mais je te dirais que pendant longtemps, il y avait une vraie cloison entre les startups d'un côté où il fallait être super et ultra cool et les grands groupes où il fallait être ultra corporate. Je crois que autant les grands groupes ont énormément évolué en termes de marque employeur pour se rapprocher et montrer qu'elles ont elles-mêmes évolué, se sont mis au goût du jour. Et inversement, les startups qui étaient trop dans le coulisme absolu et le jeunisme absolu, aujourd'hui, on est sur un marché qui est en train de mûrir, qui cherche du retour sur investissement. Et donc, ils vont chercher plus de seniorité. Et ils savent très bien que la seniorité, alors, oui, ils peuvent en retrouver en startup, mais pas que. Et qu'il y a forcément de très belles expériences aujourd'hui dans les grands groupes, quoi. Ouais. Vous savez, vous avez appris un métier, vous êtes structuré, vous y connaissez en gestion de projet. Il y a aussi de très bonnes choses à récupérer des grands groupes. Et s'ils sont devenus des grands groupes, c'est que souvent, il y a aussi de belles raisons, quoi. Mm. Donc voilà. Quand vous recherchez candidat via LinkedIn, vous les contactez comment? Demande de mise en relation, email. En général, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on envoie un email et par la même occasion, on rajoute la personne. Et souvent, les emails, en tout cas, je parle au nom de Job4, c'est vrai on a un beau taux de réponse. On a un beau taux de réponse parce qu'on est sur de la chasse très chirurgicale, ce qui nous permet de bien cibler en amont, en général, hein, bien sûr, tous des candidats qui potentiellement seraient intéressés par les opportunités qu'on a à leur proposer. Et on n'est pas sur une démarche de volume, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer juste du message et faire du push pour avoir un énorme pipe candidat. On va essayer de vraiment shortlister et d'avoir une approche plus consultative. Ce qui fait qu'en général, quand on adresse un candidat, le message est souvent très ciblé et on a des bons retours. On a des bons retours d'ouverture, de taux d'ouverture, et on a souvent des entretiens qui en découlent derrière. On place pas forcément, on positionne pas forcément tous les candidats. En revanche, on a souvent cet échange qui nous permet de mieux comprendre son projet professionnel, voir si oui ou non, derrière, on a des opportunités qui peuvent matcher. Si oui, tant mieux. Sinon, on le garde dans notre réseau. Et quand une nouvelle opportunité se présente, on le recontacte, on fait le point sur son projet professionnel, sur ses process de recrutement, on lui pitch l'opportunité et si ça match, on avance. Une dernière question.
On est bon, il n'y en a plus. On est bon? Yes. Bon, on est ravis de vous avoir eu avec nous. Forcément, on a envie de vous envoyer plein de vibes positives en espérant que vous allez trouver des jobs hyper rapidement. Yes. Il ne faut pas tomber dans la morosité et l'anxiété de cette crise sanitaire. On sait que ce n'est pas simple et on entend parler tous les jours. Et même quand on croise nos amis, le premier message qu'on a, c'est « Alors, toi, ça va? T'en es où? Le Covid, pas le Covid ?» Il faut voir dans chaque menace des opportunités. Donc, on a perdu un monde, on le sait. Il y a un nouveau monde qui se crée à côté. Et donc, il y a de très belles opportunités à aller chercher. Donc, regardez bien, restez à l'affût, connectez-vous. Posez-vous encore une fois les bonnes questions, ce qui était la thématique même de ce webinaire. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je suis vraiment motivé? Tout part de l'intérieur et foncez, quoi. Si vous êtes convaincu et que sur papier, il y a plus de positifs que de négatifs, mais foncez, quoi. Vous n'avez rien à perdre. Et au contraire, je vous dirais qu'en ce moment, c'est le meilleur moment pour tenter des choses. Au pire, vous planterez, vous mettrez ça sur le dos du Covid et sur la faute de Job4 qui m'avait conseillé de le faire. Et puis, bah, tant pis, quoi. Vous aurez tenté et c'est génial, quoi. Allez-y. Top. Ce fut un plaisir, tout le monde. On essaye de vous envoyer une version replay pour ceux qui avaient demandé un peu plus haut dans les messages, ASAP, dès qu'on aura fait ça, dès qu'on aura fait le montage. Et puis, en espérant vous revoir sur un prochain webinar Avec plaisir. qu'on essaie d'organiser rapidement sur de nouveaux thèmes qui peuvent potentiellement vous intéresser. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez nos coordonnées, vous avez nos LinkedIn, ajoutez-nous et puis on sera ravis d'y répondre. Excellente journée tout le monde. On se revoit très vite. À bientôt. Excellente Au revoir. journée. Bye bye.